Alors, nous allons prendre les questions à l'ordre du jour, dans l'ordre qui vous a été transmis. J'indique simplement, comme je l'ai indiqué dans le mail, mais voilà, je propose de reporter 2 points, les points 6 et 7, concernant la participation de la commune au prix des repas, tant à Saint-Joseph qu'à Diwan. Ça a été présenté en commission cette semaine. Il y a des questions qui ont été posées et pour apporter toutes les réponses complètes, eh bien, nous avons demandé certains éléments d'information aux écoles. Et donc ce point pourrait être examiné en septembre, ce qui permettra de répondre à certaines questions. Voilà. Alors, on va démarrer avec Steve. Donc d'abord, l'adoption des PV, pardon. Voilà, nous avons 2 PV à valider. Le dernier, celui concernant le dernier conseil municipal de la mandature précédente, donc le conseil du 5 mars 2020, il a été transmis à Jean-Paul Urien qui n'a pas fait de remarques et qui l'a validé. Je ne sais pas si vous avez des remarques. Bon, je propose de l'adopter. Est-ce qu'il y a des voix contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Non, donc il est validé, il pourra être mis en ligne. S'agissant du procès-verbal du conseil du 25 mai dernier, il s'agissait du premier conseil de ce mandat, il vous a été transmis, Madame Lédé, Madame Réalé. Est-ce que vous avez des remarques? Est-ce qu'il y a des questions? Je propose de le soumettre à votre validation. Est-ce qu'il y a des voix contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Très bien. Premier point concernant les ressources humaines, et c'est Steve qui va le présenter. Tu as un micro, Steve? Bonsoir à tous. Vous m'entendez? Oui. Vous avez besoin du micro ou pas? Peut-être, parce que malheureusement, je ne vais pas tenir. Vous voulez dire Marion vous a indiqué il est difficile d'établir le procès-verbal si les conseillers qui interviennent n'utilisent pas le micro. On est dans une salle qui est très très grande et elle a eu quelques difficultés à bien comprendre tout ce qui était dit. Donc je vous invite lors de vos interventions à utiliser le micro. Donc du coup, bonsoir à tous. Tout d'abord, je tiens à vous présenter, puisque je pense que tout le monde ne la connaît pas, Madame Muriel Le Gouel, qui est la responsable RH de la collectivité depuis 2 ans, donc, avec qui nous allons travailler. Donc je vous propose donc de prendre l'ordre du jour. Donc nous allons délibérer sur la modification du tableau des effectifs communaux. Donc le tableau des effectifs communaux est une sorte de référentiel organisationnel d'emploi, donc où apparaissent les postes des agents de la commune. Donc nous allons délibérer sur la création d'un poste à l'école de musique suite à une augmentation de la fréquentation des cours de guitare. C'est un poste à temps non complet de 15 heures par semaine. Il est proposé de permettre de pourvoir des postes créés par des agents non titulaires sur la base de l'article 3-2 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 et de charger le maire de déterminer les niveaux de recrutement du candidat retenu en fonction de ses diplômes, de ses compétences et de son expérience. La rémunération sera limitée à l'indice terminal de la catégorie d'emploi retenue. Pour les postes à temps incomplet, il est proposé d'autoriser la réalisation d'heures complémentaires en fonction des besoins du service concerné.
besoins de la collectivité. Il est proposé de créer un emploi d'enseignant en guitare à temps non complet à 15 heures par semaine à compter du 1er septembre 2020. Je vous propose de regarder l'annexe, je ne sais pas si vous l'avez, qui apparaît quelque tableau. Justement, c'est tout ce qui est demandé à modifier. Donc de recalibrer certains postes déjà au tableau des effectifs pour les besoins de la collectivité, dans l'annexe. Et je souhaite indiquer aussi que les crédits sont prévus au budget. Donc, lorsque vous regardez ce tableau, vous voyez effectivement des modifications demandées, notamment le poste à l'école de musique pour l'enseignant en guitare. Actuellement, il est employé à 10 heures par semaine. Donc, vu la reconnaissance de la fréquentation des élèves, aujourd'hui, il est demandé de passer ces durées de temps de travail à 15 heures, à compter du 1er septembre 2020. Il est demandé aussi de recalibrer certains postes. Donc, comme vous apercevez, au niveau des affaires scolaires et restauration, donc adjoint technique principal de 2e classe passerait cadre d'emploi des agents techniques. Au niveau des affaires scolaires et restauration, donc attaché passerait cadre d'emploi des attachés territoriaux, tout en sachant que vous pouvez constater qu'à ce poste, il peut être pourvu par une catégorie A ou B. Et je souhaite préciser que dans la fonction publique, il existe 3 catégories, donc A, équivalent cadre supérieur, B, intermédiaire, et C, donc, la dernière catégorie. Donc vous apercevez effectivement que pour ce poste, 2 catégories d'emploi, enfin 2 libellés, 2 grades sont possibles. Vous avez aussi la voirie logistique, donc, qui passerait d'adjoint technique principal de 2e classe à cadre d'emploi des adjoints techniques. Donc, en observation, ce serait donc, à compter du 1er juillet 2020 pour répondre aux besoins de la collectivité. Avez-vous des questions, des remarques? Alors, je vous propose donc de délibérer. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc nous validons à l'unanimité. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Donc le point 2. Pour que le maire puisse recourir à l'emprunt et à l'ouverture de crédit de trésorerie, il vous est donc proposé les deux délégations suivantes. La première, délégation au maire de la décision de recourir à l'emprunt en application de l'article L.2122-22 du CGCT. Le conseil municipal décide de donner délégation au maire en matière d'emprunt pendant toute la durée de son mandat, conformément au terme de l'article précité, dans les conditions limites définies ci-après. D'où l'article 2. Pour réaliser tout investissement dans la limite des sommes inscrites chaque année au budget, le maire reçoit donc délégation aux fins de contracter tout emprunt à court, moyen ou long terme, incluant la souscription d'ouverture de crédit de trésorerie. Donc, ensuite, vous avez les différentes facultés. Madame le maire pourra procéder à toute opération financière utile à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture de vis de taux de change, etc. Et enfin, Madame le maire pourra conclure tout avenant destiné à introduire dans le contrat initial une ou plusieurs des caractéristiques ci-dessus. Enfin, l'article 3, le conseil municipal sera tenu informé des emprunts contractés dans le cadre de la délégation, dans les conditions prévues à l'article L2122-23 de la CGCT. C'est obligatoire d'informer effectivement le conseil municipal. En deuxième point, l'ouverture de crédit de trésorerie en application de l'article L.2122-22 du CGCT. C'est un article qui est déjà plus strict. Le conseil municipal donne délégation au maire pour, pendant toute la durée de son mandat, procéder dans les limites fixées ci-après à la souscription d'ouverture de crédit de trésorerie et de passer à cet effet les actes nécessaires.
L'article 2 précise les caractéristiques suivantes. Durée maximale 12 mois. Le montant annuel, c'est 1 600 000 € maximum. Un taux effectif global compatible avec les dispositions légales et réglementaires. Et comporteront un ou plusieurs index parmi les index suivants, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'empreinte toxique. Il s'agit en fait donc d'être réactif aux offres d'emprunt, notamment, qui parfois n'ont qu'une validité de 1 mois. Est-ce qu'il y a des questions concernant ces deux délégations? Non. On va passer au vote. Qui est contre? Il y a une question, pardon, je n'ai pas vu. C'était juste une remarque, en fait, c'est qu'on me demande de donner une délégation pour 6 ans de l'emprunt et de l'ouverture de crédit. Alors je comprends que c'est nécessaire à l'exercice et qu'il y a besoin d'être réactif, mais aujourd'hui le cadre de délégation et le temps ne conviennent pas, en fait. Voilà, c'était juste une remarque pour expliquer mon vote après. D'accord. D'autres remarques? Donc on passe au vote. Qui est contre? 6. Qui s'abstient? Les autres sont pour. Je vous remercie. Ensuite, c'est Marie-Hélène qui évoque ce sujet. Oui, donc comme on a vu l'autre jour à la commission, c'est pour la régularisation du tableau d'Auguste Allongé qui représente Châteaulin, que nous avons eu l'opportunité d'acquérir aux enchères en Belgique, suite au conseil de l'ancien directeur du musée départemental de Quimper, M. Carriot. Voilà, donc considérant qu'une huile sur toile d'Auguste Allongé représentant Châteaulin depuis Laval, qui est datée de 1867, a été mise en vente à l'hôtel des ventes Horta le 25 mai dernier. Et considérant que cette œuvre est d'intérêt patrimonial pour la ville de Châteaulin, et considérant que la vente aux enchères a été faite juste après le déconfinement et qu'il n'a pas été possible de réunir la commission finance ni le conseil municipal, considérant que la commune possédait des crédits pour cette acquisition, considérant qu'il était possible de participer à la vente aux enchères par le biais d'un ordre d'achat auprès des commissaires-priseurs dirigeant les ventes aux enchères, et considérant que ces commissaires-priseurs peuvent enchérir au nom de la ville dans la limite d'un prix maximum fixé à l'avance par la commission finance du 22 juin 2020. Donc il vous est proposé d'autoriser Madame le maire à signer tout document permettant à la ville de participer à la vente aux enchères du 25 mai à la salle des ventes Horta Bruxelles, en vue d'enchérir les collections patrimoniales de la ville, et de préciser que le montant alloué à cette acquisition ne pourra dépasser les crédits votés pour cette opération, soit 2 441 € avec la TVA par le conseil municipal. Voilà, vous avez pu voir cette toile, là vous pouvez tous la voir, elle est dans le bureau de Marie Simon, et ceux qui étaient à la commission ont pu l'admirer, maintenant les autres, vous pouvez passer la voir en mairie. Alors, on va passer au vote. Oui, pardon, oui. J'ai une petite remarque. Je suis un peu étonnée, en fait, j'aurais besoin d'explications parce qu'on vote l'achat d'une... Oui, mais je vous avais dit que c'était une régularisation, hein, je l'ai dit. Oui, mais juste une explication, en fait, comment ça se fait qu'on vote quelque chose qui a déjà été amputé au budget ou... Tout simplement parce que quand on a eu connaissance de cette toile, on était en plein confinement, et il n'était pas possible de se réunir, d'y faire de conseil municipal. Et comme on voulait pas, c'était une vente aux enchères, on ne voulait pas la laisser passer. Et vu le prix qui nous était proposé, on a pensé vraiment que c'était vraiment l'intérêt de la ville de Châteaulin d'acquérir cette toile. Voilà, donc c'est pour ça, c'est une régularisation, hein, c'est ce que je vous avais expliqué. Alors, si je peux me permettre, c'est vrai que c'est un très bel achat, hein. Cette toile est magnifique, elle a toute sa place dans le patrimoine de Châteaulin. Cependant, Céline Léhuédé a raison sur ce point.
on nage quand même un peu dans la trilogie du retour vers le futur à la lecture de cette délibération. Ce n'est pas sur la toile, la toile est magnifique effectivement, mais il me semble que le conseil municipal a été investi, en tout cas les élus ont été investis le 18 mai, la toile a été achetée le 25 mai. Vous nous avez envoyé un mail pour la distribution des bases que vous avez su nous trouver en plein confinement. Je pense qu'une information n'aurait pas été inutile, ne serait-ce que pour l'accord de principe que nous aurions donné de bon cœur, puisque là encore, c'est une belle opportunité, je vous l'accorde. Mais il est toutefois important de souligner, dans le cadre des transparences de procédure, qu'il peut être, en effet, un petit peu étonnant de lire une délibération écrite de la sorte. C'est tout ce que je voulais ajouter. Bon, écoutez, nous allons passer au vote. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Le point suivant, crédit de fourniture scolaire pour 2020. Il n'y a pas d'annexe concernant ce point, mais vous retrouverez le montant total sur le document numéro 2 de dépenses de fonctionnement du budget primitif 2020. Il est proposé de fixer pour l'année 2020 le crédit pour fourniture scolaire à 43 € par élève. Ce point donc a été examiné en commission de finances du 22 juin dernier. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point? Non. On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point suivant. Les subventions aux associations pour l'année 2020. Donc là, vous avez un document 5 qui vous a été donné en index. On a également vu ce point aux commissions finances lundi dernier. D'un point de vue budgétaire, donc le principe repose sur le vote d'une dotation globale au budget et le vote d'une délibération pour l'attribution individuelle à chaque association. Donc il y a essentiellement quatre inscriptions budgétaires, le 65-741, les subventions de fonctionnement pour les associations intervenant dans les domaines de l'enfance, scolarité, culture, patriotisme. Ensuite, il y a les subventions sportives, les subventions accordées aux associations conventionnées de la commune et les subventions exceptionnelles. Ce qu'on a vu donc lundi dernier, on a effectivement fait un petit peu tout le tour. Au niveau des subventions avec la commune, on avait fait un petit point, sachant que les associations sportives CFC Handball n'avaient pas fait toutes leurs œuvres, donc c'est pour ça que les sommes ont été modifiées sur le document, sur la page 3. Les boucles de l'Aune, jadis, avaient été annulées pour cause de pandémie. Au niveau des subventions sportives, j'avais fait un petit rappel comme quoi il y avait plusieurs critères, le nombre de licenciés, le nombre de compétiteurs, le nombre de jeunes, les déplacements et le fait qu'on soit châtellenois ou pas. Le nombre de jeunes et le nombre de châtellenois influent beaucoup sur l'algorithme qui calcule toutes ces subventions. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions sur les subventions dans la globalité? Oui. Oui, moi je voudrais parler des subventions qui ont été refusées. La subvention qui a été refusée. Il y en a plusieurs, mais il y a une demande qui a été faite avec un montant par l'association Tilien. C'est une association qui a été créée il y a 2 ans avec des habitants, des partenaires locaux, dans le cadre du tiers-lieu. Et en fait, c'est pas une recyclerie qui demande une subvention, mais c'est Tilien qui a pour objectif de créer du lien social, qui fait des actes écologiques. Et elle est passée de 15 adhérents à 100 adhérents pendant la pandémie, en 2 mois quand même. Donc c'est pas une petite association. Ils ont envoyé environ 6 courriers à la communauté de communes avec une copie à la mairie. Ils n'ont pas eu de réponse. Il y a dû y avoir une réponse, je pense, de la communauté de communes.
Et là, aujourd'hui, c'est une association qui se retrouve en difficulté pour payer son local parce qu'il n'y a pas eu de possibilité de lui donner un local. On regrette vraiment que cette association ne soit pas soutenue parce que c'est quand même une association châteaulinoise. Et ben, si elle n'est pas soutenue, elle risque de fermer en septembre. Et pourtant, les châteaulinois la soutiennent. C'est un projet qui parle à beaucoup. Aujourd'hui, c'est réduction. Alors, moi, là, je vais vous parler aussi de la recyclerie et de la réduction des déchets. Ça parle à beaucoup de châteaulinois. Donc, on regrette beaucoup que cette association ne soit pas soutenue. Oui, elle avait répondu lundi, donc on passe là. Alors, concernant l'association Tilien, contrairement à ce que vous indiquez, elle est soutenue par la commune depuis sa création, puisque j'avais rencontré les personnes qui sont à l'initiative de cette association et ils bénéficient d'une mise à disposition gratuite de locaux municipaux. Donc, il s'agit de locaux dans l'ancien centre de secours. Donc, on ne peut pas dire aujourd'hui qu'ils sont sans soutien de la commune de Châteaulin et nous les avons accompagnés sur des projets, notamment lorsqu'ils nous ont présenté ces projets de création de boîtes à dons en matière de livres. Et nous avons pris en charge un certain nombre de dépenses qui ont permis de mettre en place plusieurs boîtes à dons sur la commune. Donc les liens ont toujours été, les relations, les échanges ont eu lieu depuis le départ. Ils m'ont demandé des locaux plus importants et je leur ai indiqué que le patrimoine de la commune, bien qu'étant important, ne permettait pas de donner plus de locaux, de leur mettre à disposition plus de locaux. Et voilà, vous savez bien, ça tombe sous le sens, on ne peut pas inventer des locaux que l'on n'a pas. Voilà pour le soutien à l'association Tilien et je réfute ce que vous indiquez, cette association est soutenue. S'agissant de la recyclerie qui fait l'objet de la demande de subvention qui nous est arrivée durant le confinement et qui vise des difficultés liées à la recyclerie et notamment la possibilité peut-être de développer le projet ou de l'ouvrir au public à cause du confinement. Pour ce qui est de la recyclerie, nous sommes en matière de déchets. Je leur ai dit d'emblée, ils le savent, qu'une recyclerie sur notre territoire, ça a du sens. Après, il faut que les choses se fassent correctement. En matière de déchets, nous sommes sur des compétences communautaires. D'où justement l'interpellation qu'ils ont faite auprès de la communauté de communes. Ils sont en contact avec la responsable du service déchets depuis de nombreux mois et il y a eu des réponses verbales. Et il y a eu également une réponse écrite qui reprend ce qui avait été dit verbalement. Et c'est mieux quand on écrit, au moins on peut en justifier. Donc l'association Tilien ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu de réponse. Le vice-président en charge des déchets a justement répondu dans la presse, et puis il y a cette lettre qui est très détaillée, qui a été adressée à l'association. Il y a un certain nombre de conditions qui sont à réunir pour créer une recyclerie, notamment en termes de surface des locaux. Il faut aussi qu'il y ait un projet d'insertion. Et l'association est invitée à prendre contact avec un certain nombre d'organismes, notamment la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. Voilà, je n'interdis pas à l'association de présenter les choses comme elle le souhaite, elle est parfaitement libre, mais en revanche, dire qu'il n'y a pas de soutien, c'est inexact. Et pour ce qui est d'une demande de subvention relative à la recyclerie, le premier point, c'est que nous sommes sur des compétences communautaires et non pas communales. La commune a soutenu, dans la mesure de ses possibilités, sur d'autres volets. Elle a accompagné les projets de Tilien. Et pour les suites de ce projet de recyclerie, eh bien, il faut que ce soit approfondi. Il y a un partenariat avec l'ADEME. La communauté de communes n'est pas restée sans agir. Après, vous comprendrez bien que pendant le confinement, les réunions qui étaient prévues initialement n'ont pas pu avoir lieu. Elles auront lieu ultérieurement. Mais il faut que ce soit un projet global, comme l'a dit le vice-président en charge des déchets, et l'a redit aussi la responsable de service. Donc c'est à suivre, c'est à poursuivre. Voilà la position que nous avons.
J'ai une précision à demander, si vous me le permettez, Madame le maire. Vous parlez de la Comcom, hein, puisqu'il s'agit en effet de déchets recyclés dans le cadre d'une recyclerie. Mais à l'heure où nous parlons, il n'y a pas de partenariat encore. Il est en cours, j'imagine, il est en construction. Ça demande bien du travail, des études peut-être même. À l'heure où nous parlons aujourd'hui et depuis le début du confinement, il s'agit de dons de la part de Château-Lillois, de dons d'objets, et non pas de déchets recyclés. Nous ne sommes donc pas, comme vous le dites, je pense, à l'heure où nous parlons, à l'heure où la subvention est demandée, et sans doute pour les mois à venir, puisque le partenariat qui est en cours à la Comcom, et je sais que vous êtes président de la Comcom, et d'ailleurs vous avez entamé ce conseil en présentant l'ouverture du conseil communautaire. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui on est au conseil municipal. Et au conseil municipal, on parle des associations de notre ville. Et je pense que, ok, il y a un projet de recyclerie en lien avec la déchetterie qui n'est pas encore, en tout cas, visiblement acté, d'après ce que vous dites de la réponse de M. Planté. Mais aujourd'hui, il y a une association à Châteaulin qui prône le lien social, qui permet à des gens de se retrouver, de mettre en place des ateliers, de travailler au sein de commissions pour mettre en œuvre des choses, et qui font appel aux dons des habitants en vue d'avoir cette boutique qui est un lieu de rencontre. Donc, en quoi aujourd'hui on est dans la gestion de déchets à l'heure où nous parlons et à l'heure où Tilien demande une subvention qui, je le rappelle, est une subvention qui permettra de sauver une très belle initiative sur notre territoire et sur la ville, plus particulièrement, une très belle initiative. C'est une demande, alors c'est vrai qu'il y a des locaux de 50 mètres carrés au champ de foire qui sont mis à disposition, mais qui ne permettaient pas à l'association de poursuivre ses projets. Donc l'association a loué un local. Il demande une aide. Je pense que ça peut être intéressant de l'analyser en tenant compte du fait qu'il s'agit aujourd'hui d'un cas quelque part exceptionnel, puisque le Covid, on le sait, a atteint des associations, des commerçants et des entreprises, et que c'est difficile pour certains de joindre les deux bouts. Vous avez vous-même souligné à plusieurs reprises au dernier conseil municipal que ce n'est pas 7 millions d'euros qui allaient entamer la solidarité de la ville. Peut-être qu'il faut le montrer ce soir. Je pense que j'ai été parfaitement claire dans ma réponse. Le soutien de la ville remonte à déjà 2 ans, parce que nous avons accompagné l'association Tilien. La question des recycleries est de compétences communautaires et les choses sont en cours. Voilà. Donc la demande de subvention qui est faite n'est pas justifiée selon nous. Là, vous avez argumenté, votre position sera inscrite. Libre à vous de ne pas aller dans le même sens que nous, mais je vous ai parfaitement répondu. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce tableau d'association? Est-ce que vous avez ce tableau des subventions? Moi, c'est juste pour le vote, en fait. Je voudrais me retirer du vote, parce que je fais encore partie d'un conseil d'administration d'association. Oui, il s'agit de quelle association? Polysolence. D'accord. Vous avez raison de rappeler, les personnes qui sont en responsabilité dans des associations, qui sont concernées par les déclarations, ne peuvent pas participer au débat, ne peuvent pas participer au vote. Donc s'il y a d'autres personnes qui sont... C'est un peu dans le même temps. Je fais partie de l'association de parents du chêne du lycée. D'accord. Donc tu peux participer au vote. Les deux. Il y a d'autres choses, donc ça sera mentionné au procès verbal. Bon, Jean-Christophe va mettre au vote. Oui, enfin Marilette a raison de rappeler Warren Duchesne et donc Danza qui étaient 2 nouvelles demandes. Les parents du chêne, je suis présidente des adjoints, donc je préfère pas. Et vous avez vu aussi dans le domaine culturel, hein, donc le théâtre du Miroir qui a malheureusement arrêté son activité. Donc concernant les subventions, qui c'est qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Passer au point concernant la détermination du coût des nouvelles activités périscolaires pour la commune de Saint-Poulier. C'est Sylvie qui présente.
Bien, bonsoir. Donc, il est proposé de fixer le coût des nouvelles activités périscolaires pour les enfants de Saint-Preuilly fréquentant les écoles publiques de Châteaulin. Le coût moyen prenant en compte une fréquentation à 100% des enfants de Saint-Preuilly est calculé sur la base des dépenses des nouvelles activités périscolaires pour l'année 2019. Il s'élève donc à 108,72 € par enfant, aide de l'État et prestations des services ordinaires déduites. C'est ce montant qui sera demandé à la commune de Saint-Preuilly. En fait, il y a 24 enfants, 7 en maternelle, 17 en élémentaire, et le coût total est de 2609,28 €. Y a-t-il des questions? Donc, je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Tout le monde est pour, je vous remercie. Ensuite, dernière. Derrière, il y a la détermination du coût moyen de l'élève de l'école publique. Donc, chaque année, il est proposé de fixer le coût moyen d'un élève de l'école publique. L'application des critères retenus par les textes sur les résultats 2019 tels qu'ils apparaissent au compte administratif de la commune fait apparaître un coût moyen d'un élève de l'enseignement public de 829,13 € contre 834,52 € l'an dernier. Ce montant est celui qui sera retenu pour le versement de la participation au contrat d'association avec l'école La Plaine et l'école d'Ivoine, d'une part, et sera sollicité auprès des communes de résidence des élèves dans le cadre de l'article L212-8-8 du Code de l'éducation complété par la circulaire 89-273 du 25 août 1989 d'autre part. Donc il vous est proposé de fixer à 829,13 € le coût d'un élève dans l'enseignement public, d'autoriser Madame le maire à procéder au versement de la somme correspondante au profit de l'école Saint-Joseph-la-Plaine et de l'école d'Ivoine dans le cadre du contrat d'association et émettre les titres de perception correspondants dans le cadre de la loi du 22 juillet 1983. Y a-t-il des questions? Donc je passe au vote. Qui est contre? Excusez-moi, je souhaite me retirer en tant que président de l'OGEC de Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Les autres sont pour? Donc derrière, il y a l'initiation à la langue bretonne dans les écoles maternelles publiques. Depuis plusieurs années, le Conseil départemental et les services de l'éducation nationale proposent des heures d'initiation au breton aux écoles finistérières monolingues, à raison au minimum d'1 heure semaine par classe. Donc la mairie et les écoles maternelles ont souhaité s'inscrire dans ce dispositif pour les 2 années à venir à raison de 2 heures hebdomadaires pour chaque école, Kerjean et Louis Carneilly. Donc le coût d'opération à l'année est de 7 200 €. Il est subventionné d'une part par le conseil départemental à hauteur de 3 600 €, le conseil régional à hauteur de 1 197,60 €. Reste à charge de la commune de 1 042,40 €. Il vous est donc proposé d'autoriser Madame le maire à signer la convention avec le département du Finistère. Y a-t-il des questions? Donc je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Tout le monde est pour. Je vous remercie. Donc, on va passer à un autre point de la partie, qui est important à l'occasion de ce conseil ce soir, c'est la partie budgétaire. Tout d'abord, on va procéder au vote des taux d'imposition pour l'année 2020. Comme il avait été indiqué lors de la présentation des orientations budgétaires le 5 février 2020, le budget a été bâti sur une hypothèse de maintien des taux tels qu'ils étaient fixés les années précédentes. Depuis la réforme de la taxe d'habitation, et donc chaque année il y a eu des modifications, pour l'année 2020, nous n'avons pas à délibérer sur le taux de la taxe d'habitation. Le montant perçu par la commune est entièrement compensé par l'État aujourd'hui. Donc ce que nous recevrons, c'est exactement ce qu'on recevait l'année précédente. Et donc l'État se substitue aux contribuables sur cette taxe d'habitation. Alors pour la taxe foncier bâti, le taux
est de 19,53%, et pour la taxe foncier non bâti, le taux est de 44,93%. Je tiens à vous indiquer que par rapport à la strate, à la moyenne départementale et la moyenne régionale et même la moyenne nationale, correspondant à notre strate, c'est-à-dire qu'on répertorie les communes selon le nombre d'habitants, et donc notre commune appartient à une strate. Et donc sur cette même strate, les taux qui sont appliqués à la commune de Châteaulin, concernant la taxe de foncier bâti que la taxe de foncier non bâti, nous sommes en dessous de la moyenne départementale et en dessous de la moyenne régionale. Ainsi que également plus bas que la moyenne nationale. Voilà, je vous ai apporté juste ces petits éléments d'information. Avez-vous des remarques sur ces propositions d'adoption des taux? Je vois pas, donc je passe au vote. Est-ce qu'il y a des voix contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? C'est adopté à l'unanimité. On va passer à l'adoption des tarifs. Jean-Christophe? Oui, les votes des tarifs de l'année scolaire 2020-2021. Donc, il vous est proposé d'adopter les tarifs qui figurent en annexe 12 de vos documents, et les tarifs des temps périscolaires. Par principe, ces tarifs sont insangés par rapport à l'année passée. De plus, pour les tarifs des temps périscolaires, il est proposé de reconduire la tarification modulée en fonction des revenus pour les garderies du matin et du soir, comme indiqué dans le tableau ci-dessus. Les tarifs sont par tranche par rapport au quotient familial. Y a-t-il des questions, des remarques? Non. Alors on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? On est pour, je vous remercie. Donc vous avez vu que nous avons adopté dans la délibération précédente les tarifs. Là, l'objet de cette délibération numéro 13, c'est d'accorder des dispositions, des exonérations particulières pour certains usagers de l'école de musique qui n'ont pas pu bénéficier de leurs cours collectifs durant la période de confinement. Donc, ce qui est proposé, c'est que pour l'année scolaire prochaine, 2020-2021, soit appliquée à ces personnes, dans le cas où elles s'inscriront à nouveau, eh bien, une réduction de 30% applicable au tarif des cours en pratique collective, pour celles qui étaient, comme je l'ai dit, qui n'ont pas pu bénéficier de tous leurs cours. Voilà, on a estimé, si ces personnes qui donc étaient inscrites à ces cours collectifs se réinscrivent à la rentrée prochaine, ce sera une moindre recette pour la commune de Châteaulin de l'ordre de 1 220 €, un peu plus, voilà. un peu plus de 1 200 €. S'agissant des cours individuels, ils ont été maintenus par les enseignants qui donc ont proposé des rendez-vous par Internet, en visio, et ont donné aussi, on continuait à suivre les enfants, et aussi les adultes, on continuait à suivre les élèves. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point, sur cette exonération qui sera accordée exceptionnellement compte tenu de la situation sanitaire? Non, il n'y a pas de questions, je mets au vote. Est-ce qu'il y a des voix contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? D'accord, c'est adopté. Donc, délibération 14 concernant la piscine municipale. La pandémie donc, a nécessité une période de confinement et la fermeture de certains équipements publics, dont la piscine fermée au 14 mars 2020. Il s'avère qu'un certain nombre d'usagers avaient souscrit donc, des abonnements, des cours, des entrées. Et ces derniers donc, se retrouvent lésés depuis la fermeture de la piscine, qui ne rouvrira pas d'ailleurs. Donc il est proposé au conseil municipal de permettre le remboursement
les usagers au prorata, dès lors qu'ils n'ont pas pu utiliser cette infrastructure du fait de sa fermeture, et pour ceux qui en feraient expressément la demande avant le 30 septembre 2020. Le régisseur municipal de la piscine et le comptable public assignataire sont responsables de l'application de ces mesures. Des questions, des remarques? Des questions, je pense, de la population que je veux juste relayer, une simple information qui a été donnée en commission, mais que je voulais qu'elle soit donnée par vous. Est-ce que vous avez la... Ah, pardon. Est-ce que vous avez la période d'ouverture à peu près, pas à la date près, mais de la piscine communautaire? Pour ceux à qui manque la notation. Non, pour l'instant, je n'ai pas... C'est un peu trop tôt. Les travaux ont repris. On a des plannings. Après, il faut se méfier. Savoir si, en fin de travaux, on est sur vraiment la phase finale des travaux. Il peut toujours y avoir des points à revoir. Donc là, les choses ont bien repris. Mais je ne vais pas vous donner, je ne vais pas me hasarder à donner une date d'ouverture de l'établissement aujourd'hui parce qu'elle n'est pas encore fixée. On est sur une reprise à l'automne. Je ne peux pas vous dire à quelle date ce sera en octobre par exemple. C'est trop tôt. D'autres remarques? Donc on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, concernant les terrasses, et notamment l'activité de nos restaurateurs et de nos exploitants de bars, nous savons qu'ils ont été particulièrement touchés par la période d'interdiction pour eux d'exercer, la période de confinement. Et même lorsque un grand nombre d'activités ont pu reprendre à partir du 11 mai, les restaurateurs ont dû attendre jusqu'à très récemment avant de pouvoir ouvrir leurs établissements. Il a été de même pour l'activité de bar. La commune de Châteaulin souhaite apporter un soutien et la proposition est d'accorder à l'ensemble des restaurateurs, des propriétaires de bars, des exploitants, la possibilité d'exploiter les terrasses. Et ce que nous proposons, c'est l'exonération du droit d'occupation du domaine public pour toute l'année donc la gratuité pour toute l'année 2020. C'est d'un coup de pouce. Nous savons tous combien ce secteur d'activité a souffert et continue à souffrir parce que les propriétaires de ces établissements ne sont pas en capacité d'accueillir autant de public qu'auparavant, du fait des mesures de distanciation. On sait aussi que le public est toujours inquiet du fait de la présence ou la possibilité de pandémie et de contamination. Et donc pour les aider, eh bien, nous proposons cette gratuité. Et nous sommes aussi, je sais que les élus, à la fois Didier Chouplain et Jean-Pierre Juguet ont fait le point, sont allés les voir pour faciliter au maximum la possibilité pour eux de s'étendre sur le domaine public. On est vraiment sur une année particulière, exceptionnelle, d'où la proposition, donc à partir du 1er avril jusqu'au 31 décembre 2020, même s'ils reprennent. On sait que la partie du domaine public leur permet d'agrandir un petit peu leur espace par rapport aux capacités en salle. Je ne sais pas s'il y a des remarques sur ce point. Sinon, je mets au vote. Donc, sur cette proposition de gratuité, y a-t-il des voix contre ou des abstentions? Ok, c'est adopté. De même pour le marché hebdomadaire. Là, il s'agit de cas tout à fait particuliers. Il s'agit de nos commerçants non sédentaires qui payaient leur droit de place par abonnement. Alors, certains commerçants ont pu s'installer sur le marché. Il s'agissait des commerçants alimentaires, des commerçants en fait qui étaient à la fois commerçants et producteurs. Notamment, je pense à tous les producteurs locaux de légumes.
Et donc ceux-là ont pu poursuivre leur activité dans les conditions que l'on connaît, mais en revanche, d'autres commerçants n'ont pas pu venir compte tenu des dispositions qui ont été prises par le préfet du Finistère. Il faut rappeler que sur ce point, c'est le préfet du Finistère qui a pris des mesures d'interdiction. Et nous, les communes, nous étions dans l'obligation de mettre en œuvre en fait et d'appliquer ces dispositions préfectorales avec bien évidemment un contrôle très important. Et on l'a vu, certaines communes ont dû fermer les marchés parce que les autorités de l'État ont considéré que les règles restrictives avaient été débordées, dépassées. Donc, ça n'a pas été le cas à Châteaulin. Donc là, la gratuité qui est proposée concerne vraiment ceux qui ont payé par abonnement, et donc on propose de décaler pour qu'ils ne subissent pas de préjudice, parce qu'ils n'ont pas pu venir et s'installer normalement à Châteaulin le jeudi matin. Est-ce qu'il y a des observations? Non. Je passe au vote. Y a-t-il des voix contre? Y a-t-il des abstentions? C'est adopté. On va poursuivre avec Oui, on doit donc voir l'affectation des résultats 2019 des budgets annexes clôturés. Il y en a 3. Le budget eau, le budget assainissement et location bureau. On retrouvera ces montants dans le BP 2020 juste après. Donc l'affectation des résultats intervient après le vote des comptes administratifs qui ont eu lieu au conseil municipal du 5 mars dernier, si je ne me trompe pas. Les règles d'affectation nous imposent de couvrir prioritairement le besoin de financement de la section d'investissement et le reliquat est affecté librement, soit en recettes de fonctionnement, soit pour couvrir de nouvelles dépenses. L'exercice 2019 se caractérise par la clôture de ces budgets annexes dont les résultats sont repris par le budget principal. Les budgets eau, potable et assainissement correspondent en effet à des compétences transférées au 1er janvier 2020 à la communauté de communes de Plévin, Châteaulin-Porcel. Et le budget annexe location bureau a lui aussi été clôturé, car les activités de location bureau peuvent maintenant être individualisées au sein du budget principal. Il est donc proposé l'affectation suivante au niveau du budget eau. Report en fonctionnement sur le budget principal, 287 415,10 €. Report en investissement sur le budget principal, 151 746,32 €. Pour l'assainissement, report en fonctionnement sur le budget principal, 22 335,42 €. Et report en investissement sur le budget principal, 119 104,21 €. Et enfin, pour les locations de bureaux, report en fonctionnement sur le budget principal, 145 973,60 € et report en investissement sur le budget principal, 70 133,16 €. Y a-t-il des questions sur ce... Du coup, donc, je vous propose le report en fonctionnement sur le budget principal de la somme de 455 724,12 € et le report en investissement sur le budget principal de 340 983,69 €. Qui est contre? Qui s'abstient? 5. Je vous remercie. Adoption des budgets primitifs 2020. En préambule, je voulais vous dire, vous avez eu un document, comprendre le budget municipal. Il a été élaboré par Benjamin et Aurélie, on peut remercier. Ils ont notamment rajouté en dernière page, c'est une nouveauté pour la commune, la répartition des dépenses de fonctionnement par service.
un document qui est très ludique et très intéressant. Donc n'hésitez pas à vous y reporter. Donc on a vu dans le détail en commission finance cette présentation. Et ce soir, ce sera un petit peu plus succinct, afin de ne pas vous abreuver de chiffres. Donc, au niveau du budget primitif 2020, en fonctionnement, au niveau des dépenses et des recettes, on arrive donc à un équilibre de la section de 360 000 euros. On voit en dépenses de fonctionnement les charges de personnel. On remarque que sur le budget 2020, donc, il y a un impact en baisse, et surtout l'impact de la piscine. Et en recettes, les recettes qui sont donc de 50 880 euros, c'est surtout donc, la culture des budgets annexes qui font cette différence. Et pour les produits et services, à 599 000, c'est vraiment la piscine. On verra le détail tout à l'heure dans les documents numéro 2 qui suivent et 3. Toujours en fonctionnement, on retrouve notre total là, de 455 724 euros 12, qui concerne donc les budgets annexes qu'on vient de voter juste avant. Il se trouve donc en recettes et en dépenses. On a neutralisé cette somme. Pourquoi, vous me direz? Parce qu'on veut, dans un souci de bonne gestion, et afin d'éviter des sommes énormes après sur notre projet, on a mis cette somme de côté et on veut préserver notre trésorerie. En investissement, on retrouve donc en dépenses un reste à réaliser 2019 assez important, 2 483 000, et les crédits nouveaux à 2 099 874. Il faut donc un total de 4 583 000, qu'on retrouvera tout à l'heure aussi dans le détail. En recettes, les 170 000 que vous voyez en poste 024 là, c'est la vente du terrain de la piscine. Et une petite note au niveau du reste à réaliser 2019, là on voit 358 553. Je crois Benjamin que tout a été fait, sauf... Non, c'est des recettes du droit d'entrée qu'il y a eu en début d'année, non, c'est pas ça. Ouais. Demande à Frédéric, il connaît le budget. Donc on peut aller voir les dépenses de fonctionnement dans le détail un petit peu. Alors bon, vous avez peut-être parcouru le document, je suppose. On peut voir des postes assez importants. On voit l'alimentation. Je baisse un tout petit peu par rapport aux élèves. Les combustibles. Oui, en alimentation, il y en a plus dans l'impact du Covid, effectivement. En plus, c'est tendance sur les monter, tout à fait. On a un budget qui augmente aussi, livres 10 cassettes, là on fait une hausse sensible pour la bibliothèque notamment. Le poste 6068, autres matières et fournitures, ça concerne l'acquisition de masques. Dans le cadre de la pandémie, c'est le coût qui va rester à la charge de la commune. Parce que le coût de départ était le double. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Au niveau des terrains, il y a une augmentation notamment due par beaucoup d'élagage. La maintenance, là, le poste 6156 à 64 860 €. Nous avons fait des contrats de maintenance pour l'informatique avec la société Mismo, c'est ça?
l'école, effectivement aussi. Les fêtes, cérémonies, on maintient pour l'instant le feu d'artifice là, qui est prévu en septembre, j'espère que ça va se faire. Donc le poste 6251, voyage et déplacement, ça concerne les agents. Ensuite, les taxes foncières, le poste 63 512, une hausse de 9 000 pour les bureaux de la GILAP et Penmez. Au chapitre 012, charges de personnel et frais assimilés, on voit une baisse, c'est l'impact du transfert de la piscine. Les dépenses imprévues au chapitre 022, on met toujours une somme, c'est une sécurité. Si on n'a pas besoin, ça retournera au budget général. Est-ce que vous avez des remarques sur ces dépenses de fonctionnement? Oui. En fait, c'est une remarque qui va expliquer mon vote après. Là, c'est un début de mandat pour moi et d'autres personnes. Et on a eu une commission d'1h30, 2 heures pour expliquer un budget. On nous a fait, merci pour le dossier pédagogique pour expliquer, mais c'est un peu juste pour assimiler tous ces documents pour un début de mandat. Il y a des grosses lignes qui on aurait pu avoir des annexes pour expliquer un peu plus, par exemple, des gros points comme l'alimentation. Voilà. Là, aujourd'hui, je ne vois pas voter ce budget, en fait. Je n'ai pas assez d'informations qui me permettent de le voter sur les choix qui ont été faits. D'accord. Okay. Voilà, c'est une remarque. Oui. D'accord. D'autres remarques sur ces dépenses de fonctionnement? Non. Au niveau des recettes, de fonctionnement, bon, pareil, le premier chapitre, on retrouve nos 455 000 là. Le poste 64-19 qui est en baisse, c'est la suppression de la location de bureau, notamment. Au niveau du chapitre 73, on voit une baisse taxe foncière d'habitation là. Au niveau des bases foncières, il y a une baisse aussi à cause de la société productrice, de l'entreprise. Cette baisse. On retrouve le FPIC, pour ceux qui ne savent pas, c'est le fonds de péréquation intercommunale. Pas de place, c'est normal, vu qu'on vient de voter aussi les baisses des annulations de redevances. 15 jours. Le poste 7381, je l'avais dit en commission en finance, effectivement, depuis quelques années, on avait des bonnes surprises sur ces droits de mutation que la commune touche. Il s'avère malheureusement que cette année, on va être bien en deçà de nos espérances. D'où l'inscription à 100 000 € simplement pour cette année. Mais on n'a aucun élément de visibilité. À fin mai, on est à 34 900 €. Sinon, quasiment 6 mois. Voilà. La dotation forfaitaire, c'est l'estimation de l'AMF.
sur les recettes de fonctionnement. Du coup, on vote. Autorité. Oui, je voulais juste compléter. Je comprends très bien votre remarque, Madame Lévélé. C'est vrai que appréhender les budgets communaux, c'est un exercice qui est complexe et certainement qui demande du temps. Donc je comprends, surtout que la comptabilité publique répond à un fonctionnement qui est différent de celui de la comptabilité privée des entreprises. Ce que je peux juste vous donner comme élément, les documents que nous vous présentons ont pour but de reprendre bien évidemment l'intégralité des sommes, des crédits, mais c'est à travers une présentation qui est beaucoup plus lisible que la maquette budgétaire, dont vous pouvez absolument avoir connaissance, et d'ailleurs elle peut circuler si vous le souhaitez. Mais vous verrez à la lecture de cette maquette que c'est extrêmement aride, et ce que j'apprécie dans la présentation qui est faite par les services de la ville de Châteaulin, c'est justement ce souci de rendre les choses beaucoup plus lisibles. Mais le document que l'on a dans beaucoup de collectivités, de toute façon les sommes coïncident, sont les mêmes, mais ce document, je le trouve en pratique beaucoup plus difficile d'interprétation. En tout cas, vous pouvez en avoir accès, il n'y a aucune difficulté. Donc là, ce que nous vous présentons, c'est tout d'abord, la feuille, c'est une présentation globale du budget, tant en fonctionnement qu'en investissement. Le budget de fonctionnement, vous voyez, il s'équilibre. On est sur un budget prévisionnel, bien évidemment, qui devra être exécuté pendant toute l'année 2020, et il y aura des ajustements. Et on sait d'ores et déjà, même si nous avons inscrit des choses par rapport au projet qui avait été travaillé en mars-avril, avec la période de confinement, on a déjà pris en compte un certain nombre de modifications, mais on refera un point, notamment sur les dépenses liées à la situation Covid-19. On refera un point en septembre, on refera un point avant la fin de l'année sur la consommation et les modifications qui peuvent apparaître dans le budget. Mais donc vous avez un budget de fonctionnement qui, prévisionnel, voilà, qui s'équilibre en dépenses et en recettes, en dépenses à hauteur de 6 623 714,87 €. Soit vous le remarquez par rapport au budget exécuté en 2019, une diminution de l'ordre de 350 000 €. Donc on est sur des masses, des grandes masses à peu près équivalentes. Cette diminution de 350 000 € correspond à l'incidence du transfert de la compétence piscine, principalement. Voilà. Donc Jean-Christophe a lu un certain nombre de postes de dépenses. Sur les recettes, ce qui modifie, enfin qui apparaît comme une modification, c'est l'incidence de la clôture des budgets location de bureaux. Tout à l'heure, on a présenté les résultats de clôture, il y a eu cette délibération d'affectation. Et vous voyez que maintenant, ces recettes de loyer qui étaient auparavant perçues dans des budgets annexes que nous avons clôturés, et bien cette recette, et bien maintenant, elle sera perçue en 2020 et dans les années à venir sur le budget général. Donc c'est pour ça que vous avez notamment cette modification au chapitre 75, où on passe de 62 400 à 134. C'est parce que la commune maintenant va percevoir sur son budget principal. Donc on a un périmètre de budget qui a changé avec cette clôture de budget et un impact significatif sur nos recettes, notamment par la perception des loyers. Les sommes qui ont été affectées dans la délibération qui a été présentée par Jean-Christophe tout à l'heure, liées à la clôture de ces budgets eau, assainissement et budget location de bureau, on les a neutralisés pour l'année 2020. Vous avez vu que ça correspondait à des crédits relativement importants. S'agissant de l'eau et l'assainissement, nous sommes dans l'attente de délibération de la communauté de communes qui va garder une partie de ces résultats pour financer des dépenses liées à l'eau et l'assainissement qui sont désormais de compétences communautaires. Donc, par mesure de prudence, cet apport supplémentaire en recettes est neutralisé en 2020 pour qu'il ne soit pas dépensé. Voilà ce que je peux vous dire. Et comme l'a dit sur les recettes, également, on a eu la
notification par les services de l'État d'une baisse de nos bases s'agissant de la taxe foncière, parce que donc, nous avons un contribuable sur la commune qui a fait une procédure auprès des services fiscaux et qui a obtenu une revalorisation, une révision à la baisse de ces bases. Et nous ne sommes pas partis à ce type de litige ou de différend ou de discussion avec l'administration fiscale, on reçoit simplement la notification. Voilà ce que je peux vous dire. Donc présentation telle que vous la connaissez, vous pouvez aussi lire, étudier la maquette. Et cette présentation, comme disait Jean-Christophe, qui est nouvelle, c'est une présentation par fonction, qui est prévue pour les collectivités aussi, que nous avons souhaité. Ça nous permet aussi vis-à-vis du public, vis-à-vis des élus, vis-à-vis aussi des services qui travaillent, les services de la commune, eh bien, de savoir ce que fait la commune. Et les recettes de la commune sont de l'argent public, et c'est important de savoir comment cet argent public est affecté. On le voit, pour ce qui est du fonctionnement, l'administration générale de la commune représente 32%. Vous voyez aussi que dans les gros postes, eh bien, ce sont les affaires scolaires. Parce que nous avons la responsabilité des écoles maternelles et primaires, et parce qu'aussi c'est un choix, une politique engagée depuis de nombreuses années. Ça fait partie aussi de l'ADN de la ville de Châtelain. Je ne vais pas vous dire que ce sont nous qui avons inventé ça. Ça se faisait auparavant. Il y a, je crois, à Châtelain un attachement à l'égard des écoles, à la pluralité, et aussi à l'égard de tout ce qui contribue à la formation des enfants. Et donc à la qualité que nous pouvons offrir dans nos écoles. Et ça se retrouve, c'est pratiquement un des postes les plus importants. Après, vous voyez que, à la fois, il y a un équilibre entre les différentes activités, le sport, les affaires culturelles, le soutien aux associations, qui est important, 167 950 €. Et vous avez donc une ventilation. Il s'agit donc de la ventilation à la fois des coûts de rémunération des personnels et des dépenses qui sont engagées par ces différents services en matière de fonctionnement. Voilà. C'est une présentation que l'on retrouve aussi dans certaines collectivités et que nous allons adopter dorénavant tous les ans. C'est à la fois plus parlant pour vous et aussi pour la population qui a le droit de savoir ce qui est fait de l'argent de la commune, parce que c'est vrai que la lecture, ou même l'évocation au conseil municipal de budget peut paraître quand même assez complexe. Voilà ce que je peux vous dire sur le fonctionnement. Ensuite, on a la partie... Oui. Oui, j'ai une question, j'ai besoin d'une précision. Un micro. Oui, j'ai simplement besoin d'une précision. Dans les recettes de fonctionnement, la partie 73-36 droite place, est-ce que l'occupation des terrasses rentre dans ce cadre-là? Oui, la diminution est liée à ça, à la baisse de recettes. Ce que j'ai mis en marge, c'est l'incidence Covid, si vous me permettez. Très bien. Donc, au niveau du fonctionnement, en recettes, nous avons un total de 6 983 714 €,87. Et en dépenses, 6 623 714 €,87, donc un équilibre de section de fonctionnement de 360 000 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Un contre et 5 abstentions. Au niveau des investissements, donc là vous avez eu le document avec toutes les opérations d'investissement du budget principal 2020 ainsi que les restes à réaliser. Donc, tout à l'heure on arrive à la
des sommes assez importantes. Concernant le tableau des opérations d'investissement, vous avez parcouru, est-ce que vous avez des questions, des remarques? On peut peut-être préciser que le montant de reste à réaliser peut paraître important, mais ça se retrouve tous les exercices parce qu'en fait, un certain nombre de dépenses ont été. Enfin, les comptes qui concernent la trésorerie sont arrivés avant la fin du mois de décembre. Or, il y a des opérations qui se déroulent à la fin, les derniers jours de décembre et qui apparaissent, qui ne sont pas imputés sur l'année 2019 et qui apparaissent en reste à réaliser. Et puis il y a des paiements qui ont eu lieu dans les premières semaines de 2020. Donc aujourd'hui, les services financiers de la commune, bien évidemment, savent et sont en capacité de nous dire très exactement sur ce reste à réaliser qui apparaît au 1er janvier 2020. En fait, nous sommes presque à la fin du mois de juin. Il y a déjà un certain nombre d'opérations qui aujourd'hui sont déjà bien en déduction. Oui, il y a eu 914 000 euros. Sur les 2 483 000, il y a déjà 914 000 qui ont été effectués. Et il reste des grosses opérations. L'aménagement de l'espace de stationnement, la voirie, la cathédrale, 300 000 euros. L'effacement de réseau rue Marcel Milan, c'était reporté un petit peu à 350 000 euros. Encore la mobilité du service historique à 65 000 euros. Donc il y a des grosses opérations qui sont toujours en stand-by. Ça explique ce chiffre-là. Oui, au niveau des opérations d'investissement, il y a l'étude revitalisation des entreprises, ça tout. Oui, enfin, vous avez pris connaissance de ce document. Moi, ce que je voulais qu'on retienne, c'est ce que vous notez, c'est que la commune a une capacité d'investissement qui est importante. Et d'ailleurs, vous pouvez voir dans les documents qui sont annexés, vous avez un tableau qui nous présente l'évolution d'épargne depuis plusieurs années. Il est important de maintenir un bon niveau d'épargne parce que c'est là qu'on retrouve notre capacité d'investissement. Et pour l'année 2020, les projets marquants qui sont en cours, qui vont être engagés et démarrés, nous avons bien évidemment la maison de santé, dont les travaux le démarrage de la construction va pouvoir se faire une fois que les marchés seront attribués. Et d'ailleurs, Jean-Pierre aura l'occasion de vous présenter le résultat des consultations dans quelques temps. Donc après avoir attribué les marchés aux différentes entreprises, nous pourrons démarrer la construction. Autre point important de cette année 2020, le démarrage de l'étude attractivité du centre-ville. Donc là, on a décidé, le cabinet est choisi et simplement donc, on va pouvoir donc, réunir les élus pour commencer la concertation et le travail dans le cadre de cette étude sur l'attractivité du centre-ville. Également travaux importants au stade Eugène Piriou, un projet très intéressant au plateau de la gare avec des aménagements pour la partie 2020 à hauteur de 75 000 euros. Le jardin intergénérationnel qui va démarrer, qui est déjà en cours, hein, Jean-Pierre suit ça. Les extérieurs de Quatibra. Sur 2020, nous envisageons donc un investissement à hauteur d'environ 289 000 euros. Il y a également l'enfouissement des réseaux rue Marcel Milan. Il faut savoir aussi que globalement, la part d'investissement dans l'ensemble des services qui correspond à des rééquipements nécessaires dans tous les services, eh bien cette part s'élève à un peu plus de 320 000 euros, ce qui est non négligeable. Donc vous voyez que dans les projets d'investissement, on a des projets à la fois concernant la construction d'un équipement neuf pour accueillir des médecins et des praticiens de santé.
On a également des projets de voirie qui sont importants pour les habitants. Je pense notamment à l'enfouissement des réseaux. Ça améliore le cadre de vie dans les quartiers qui sont concernés. Et on l'a vu là où ça a été fait auparavant. Vous avez donc des projets d'aménagement d'espaces publics pour les habitants. Je pense au jardin intergénérationnel, au plateau de la gare, etc. Voilà, donc c'est un budget d'investissement qui touche différents volets, à la fois bâtiments, voirie, aménagement extérieur, cadre de vie des Châteaulinois. Voilà ce que je pouvais dire en résumé, et puis pour présenter de manière verbale tous ces chiffres. D'autres remarques sur les investissements? Du coup, on va passer au vote. En investissement, en recette, 7 93 929,60 €. En dépenses, 7 093 929,60. On finit donc à 0. Qui c'est qui est contre? Une. Qui c'est qui s'abstient? 3, 4, 5. Les autres sont pour. Je vous remercie. Il nous reste à valider les budgets des lotissements. Nous avons donc 2 lotissements. Un qui est en fin de chantier, je dirais, Ernest de Chamaillard. De mémoire, il reste 3 lots. D'accord. Excusez-moi, on ne vous entend pas si vous n'avez pas de micro. Il reste 3 lots sur le lotissement Ernest de Chamaillard. Oui. Et là, il y a une personne qui a pris contact. Donc je répète, Merci. Il reste 3 lots sur le lotissement Ernest de Chamaillard. Oui. Une personne a pris contact pour un lot, mais bon, après, un contact n'est pas forcément une vente, loin de là. Et je crois qu'effectivement, il y a une vente de prévue sur l'année pour Ernest de Chamaillard. D'autres questions sur ce lotissement? Non. Donc on va passer au vote. Au niveau du fonctionnement, en recette, on est à 116 211,54 €. En dépenses, on est à 45 163,27 €. Un solde de fonctionnement 2020 de 71 048,27 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, 1 contre, 5 abstentions. Les autres sont pour. En investissement, en recette, 27 189,73 €. En dépenses, 22 973,54 €. Et un solde d'investissement de 4 216,19 €. Qui est contre? Une voix. Qui s'abstient? 5. Les autres sont pour, je vous remercie. Le dernier budget, c'est lotissement Les Ardoisières. Là, pour l'instant, rien avancé. Comme l'a expliqué Sylvia l'autre jour en commission des finances, on attend le retour de Réseau Ferré de France. Un petit problème. Des questions sur ce lotissement? Donc pareil, on va passer au vote. En recette de fonctionnement, 199 181,73 €. En dépenses de fonctionnement, la même somme, 199 181,73 €. Donc solde de 0. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc 1 contre, 5 abstentions. Les autres sont pour, merci. En investissement, recette 353 363,46 €. En dépenses, 353 363,46 €. Solde 0. Qui est contre? Une voix. Qui s'abstient? 5 voix. Les autres sont pour. Je vous remercie. Alors,
je te remercie Jean-Christophe. Je remercie les services finances qui sont dirigés par Monsieur Legros, qui est présent. Monsieur Legros va passer auprès de vous pour vous demander de signer les documents. Et surtout, ne partez pas, si le parapheur n'a pas eu le temps de circuler, de faire le tour de toute la table avant la fin du conseil, ne partez pas, on a besoin de signatures. Merci. Donc merci pour le travail qui est accompli, qui est important. La période budgétaire, on sait qu'elle est complexe, et cette année, ça a été particulier, parce qu'il y a eu cette interruption de plusieurs semaines. Donc c'est Jean-Pierre qui va évoquer le point suivant. Oui, le point 19, donc l'appel à projet pour la répartition du produit des amendes de police relative à la circulation routière pour l'année 2020. Le département qui est compétent pour répartir le produit des amendes de police relatives à la circulation routière au profit des communes et groupements de communes inférieurs à 10 000 habitants, dotés de la compétence voirie. Alors les mêmes thématiques qu'en 2019, à savoir l'aménagement de liaisons piétonnes en lien avec la sécurité routière, les aménagements visant à renforcer la notion d'accessibilité, le partage de la route et l'apaisement de la vitesse ont été reconduits. Alors les travaux de la rue de Pénarel, avec ces nouveaux aménagements, vont améliorer la sécurité routière. Donc les trottoirs sont élargis, la voie sera partagée, automobile-vélo, la chaussée sera rétrécie et un sens prioritaire va être mis en place. Pour ces raisons, ce projet est tout à fait recevable par le département. Donc en ce moment, j'attends le retour de l'entreprise Colas pour connaître l'intervention de fin de travaux. Le coût total des travaux est estimé à 113 593 €. Je ne sais pas si vous avez des questions. C'est des appels à projets assez fréquents. Si vous n'avez pas de questions, on va passer au vote. Donc, je vous ai proposé de... Juste une remarque, c'est pas une question. C'est juste, je me demandais si le projet se renouvelle tous les ans, si l'année prochaine on ne pourrait pas confier ça à des jeunes, d'élaborer un projet en matière de sécurité routière. C'est tout. Pourquoi pas? On en reparlera si vous voulez bien. D'accord. Alors si vous n'avez pas de questions, donc il vous est proposé de présenter ce projet à l'appel à projet pour la répartition du produit des amendes de police relatives à la circulation routière. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Une abstention. Le reste est pour. Je vous remercie. Alors, je vais garder le micro. Le point 20, donc rapport 2019 sur le prix, qualité des services publics d'alimentation en eau potable et en assainissement. Alors, tous les ans, nous sommes tenus de présenter en conseil les rapports sur l'eau et l'assainissement. Ce sera le dernier rapport présenté en conseil. Comme vous le savez, depuis le 1er janvier 2020, la compétence eau et assainissement sont du ressort de la communauté de communes. Alors, concernant l'eau, le délégataire Veolia s'approvisionne en eau sur nos captages du Loc et à l'usine d'eau du syndicat mixte de l'Aune. Alors, je vous fais grâce de la lecture intégrale des deux rapports. C'est assez fastidieux. Déjà, c'est une synthèse qu'on vous a présentée. Alors, que peut-on retenir de ce rapport sur l'eau? Le contrat donc avec Veolia a débuté le 1er janvier 2013 et court jusqu'au 31 décembre 2024. Les quelques missions du délégataire, donc de gérer le service, gestion des abonnés, mise en service des branchements, entretien de l'ensemble des ouvrages, renouvellement des ouvrages et quelques prestations particulières. On estime à 5770 habitants le nombre d'habitants desservis par le service d'eau potable. Le nombre d'abonnés domestiques est de 2844 et le non domestique de 4. Alors les non domestiques, c'est les très grosses entreprises de la commune. Le service d'eau potable a prélevé 149 800 m3 sur nos captages et en redistribue 147 000. Voilà, donc il y a quelques pertes, c'est normal. Le syndicat mixte de l'Aune produit 1 16 500 m3, ce qui nous donne un volume distribué par Veolia de 1 163 000 m3. Concernant le réseau d'eau potable, il est de 78 km sur la commune.
Concernant la tarification, vous avez une facture type en exemple, hein, le modèle, c'est pour une facture concernant 120 mètres cubes, mais comme vous avez l'habitude de les recevoir chez vous, vous devez les connaître bien. Les recettes de la collectivité pour 2019 s'élèvent à 328 258 euros et les recettes de l'exploitant sont de 600 000 euros et 600 776 euros. Excusez-moi. Alors, concernant la qualité de l'eau, les 21 prélèvements réalisés en 2019 sont conformes à la législation. Le taux de conformité est de 100%. Le rendement du réseau est également très bon. Depuis 2015, nous n'avons pas fait de travaux sur les canalisations. Vous avez également des éléments financiers. Le remplacement, donc pour 155 000 euros, le remplacement prévu, les canalisations du LOC, hein, ça a été transféré à la communauté de communes. Voilà ce qu'on peut retenir sur ce rapport. Je ne sais pas si vous avez des questions. Si je ne peux pas y répondre, Michael Toulek me sera d'une aide précieuse. Vous n'avez pas de questions? Super. Allez, je vais passer au rapport sur l'assainissement. Alors, comme pour l'eau, hein, l'assainissement est transféré depuis le 1er janvier 2020 à la communauté de communes. C'est également Veolia qui a le contrat jusqu'au 31/12/2024. Même mission pour l'eau, gestion, service, entretien, renouvellement des équipements et prestations particulières, notamment le traitement des boues de la station de Kernow. Le service d'assainissement collectif dessert 5324 habitants pour 2629 abonnés. Les volumes facturés en 2019 sont de 486 292 mètres cubes. La variation qui est de 56,8% par rapport à 2018 est due à une sous-évaluation des recettes 2018 par le délégataire. Donc ce rattrapage est effectué sur 2019. 38 600 mètres cubes des volumes traités proviennent de Dinéol, Saint-Coly, Port-Launay et l'école de gendarmerie. La station de traitement des eaux usées de Kerdour assure le traitement de ces eaux. Concernant les boues évacuées, 40 tonnes sont valorisées par épandage agricole et 15 tonnes sont compostées après mélange avec des déchets verts et c'est composté à plein bain. Concernant la facturation, vous avez une facture type comme pour l'eau. Alors, concernant les indicateurs performance, le taux de dessert par les réseaux d'eau usée est d'un peu plus de 98%, les 2660 abonnés potentiels. Et on ne prend pas en compte les villages qui ne sont pas raccordables. Comme pour l'eau, donc conformité de la collecte des effluents et conformité des équipements de la station des traitements de Kerdour. Et pour finir, donc, vous avez des éléments financiers du rapport. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ces rapports. Voilà, donc on a des eaux de qualité. On a un assainissement de qualité qu'on a transmis à la communauté de communes. Voilà, donc je crois qu'il faut passer au vote. Hein. Si vous n'avez pas de questions, pardon. Alors, s'il n'y a pas de questions, il vous est proposé d'adopter les rapports et d'autoriser leur mise en ligne sur le site de l'Observatoire national des services publics de l'eau et de l'assainissement. Qui est contre? Qui s'abstient? Une abstention, le reste est pour. Je vous remercie. Alors, point suivant, maison de santé pluridisciplinaire, demande de subvention FNADT et DSIL. Donc, vous avez le tableau, un plan de financement prévisionnel qui vous est indiqué dans le projet de délibération. L'objet de la demande, c'est que vous m'autorisiez à solliciter les subventions, donc FNADT et DSIL, à hauteur, pour la FNADT à hauteur de 100 000 euros et le DSIL 500 000 euros. Voilà, hein, c'est une demande qui est obligatoire, qui est classique pour tous les projets d'investissement. Lorsqu'on est éligible à des subventions, il faut que le conseil municipal autorise le maire à faire ces demandes de subvention. Nous sommes sur un plan prévisionnel de financement. J'évoquais tout à l'heure les consultations qui ont été réalisées.
Donc, vous aurez aussi connaissance, on va pouvoir. Les analyses sont en cours par le service. Moi, je n'ai pas les résultats d'analyse, mais au vu de ces analyses, eh bien, on pourra avoir une connaissance affinée du montant de ce projet. Oui, Madame Le Gret. Donc, du coup, je dois attendre le temps pour la préfecture qui certifie que j'ai regardé bien sûr. Et ensuite, il y aura une présentation au début. Voilà. Sur ces deux, on demande, s'agissant du DCL, on demande le maximum. Après, bien évidemment, l'État peut décider de nous accorder soit ce montant, soit moins. Mais c'est nécessaire de demander un maximum d'accompagnement pour un projet structurant pour le territoire, important pour les habitants, et qui permettra d'accueillir dans les meilleures conditions possibles des nouveaux praticiens. Est-ce qu'il y a des questions? Sinon, je passe au vote pour cette demande d'autorisation. Est-ce qu'il y a des voix contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Non, ça merci. Alors, je vais passer aux questions diverses. Madame Nuédé, vous m'avez interpellé sur un sujet. Je vous laisse. Merci. J'avais en fait la réduction des déchets et une consommation responsable font partie de nos engagements, de l'engagement de notre collectif. Depuis quelques réunions et conseils, je suis interpellée sur l'utilisation de plastique à usage unique et de bouteilles plastiques. Cela peut paraître anodin, mais aujourd'hui tous les gestes comptent. Je ne suis pas donneuse de leçons, je ne compte pas vous donner de leçons ce soir, mais j'aimerais que l'on s'interroge sur l'utilisation de bouteilles plastiques et gobelets jetables. Ne serait-il pas envisageable de venir avec sa gourde, son verre réutilisable? Et plus largement, ne pourrons-nous pas réfléchir à mettre des fontaines à eau dans différents endroits de la commune? Et par la suite, de proposer lors de différentes animations communales ou non, des verres réutilisables. Tout simplement, arrêtons l'utilisation du plastique à usage unique car nous connaissons son impact sur l'environnement, sur l'écosystème. Tous les plastiques ne se recyclent pas et ce n'est pas un recyclage à l'infini. Dans l'actualité, 150 citoyens ont proposé des mesures pour le climat. Alors ma question c'est, pouvons-nous donner l'exemple en tant qu'élus et arrêter ce plastique polluant et destructeur ici à El Châtelain, comme le font déjà de nombreux châtellenois? Merci. Vos remarques sont tout à fait tombent sous le sens et sont tout à fait pertinentes. Nous devons réduire la consommation de plastique. Sur ma table sont disposées des bouteilles de plastique parce qu'il faut, des bouteilles d'eau, parce que notre souhait c'est quand même de permettre aux élus, moi j'ai besoin de boire en cours d'un conseil, que chacun apporte une gourde, ça me paraît tout à fait évident. Et l'invitation que vous faites, je pense qu'elle est suivie d'un certain nombre de personnes. On voit de plus en plus de personnes utiliser son propre récipient qui lavable et réutilisable. Là, si nous proposons de l'eau, la formule actuelle, même si elle n'est pas satisfaisante, elle est, la seule dans la mesure, sauf si vous apportez votre propre gourde. Mais j'imagine mal aujourd'hui, alors qu'on doit faire attention à ne pas, si vous voulez, manipuler les mêmes objets, avoir une carafe d'eau qui va circuler de main en main. Voilà. Donc, pendant la période où on propose de l'eau, les gens n'utilisent pas. Ils peuvent apporter aussi, comme vous le dites, leur propre récipient et leur propre contenant. Voilà. Mais le travail sur la diminution, la réduction des plastiques, c'est tout à fait un enjeu tout à fait important. Je n'ai pas d'autres remarques, si ce n'est que il faut que nous puissions procurer de l'eau aux conseillers municipaux. On est dans une configuration qui n'est quand même pas idéale aujourd'hui. C'est pas très confortable de travailler ici, de venir à Petit-Gras.
Je ne peux pas demander au service d'apporter des carafes d'eau. En plus, il y a la remarque que je viens de faire sur la manipulation, le passage de main en main. Certainement, lorsqu'on retrouvera nos locaux, la salle des fêtes, ce sera dans des conditions différentes. Mais on fait ce travail. Je sais que la question a été posée aussi en atelier lors de l'élaboration du plan climat et énergie à la communauté de communes. Des remarques ont été faites et depuis, je peux vous dire qu'à la communauté de communes, eh bien, on met à disposition des carafes d'eau en verre. Et voilà, c'est quelque chose qui est en cours depuis l'année dernière et ces ateliers justement sur les enjeux climatiques et environnementaux. Voilà ce que je peux vous répondre. Là, c'était juste penser autrement et avant de penser plastique, penser réutilisable. Bien sûr. Je pense que les choses sont en train d'évoluer, on le voit. À nous aussi d'être moteurs. Pour ma part, j'ai aussi un point que je voulais aborder en fin de conseil municipal. À la suite du dernier conseil municipal, j'ai eu la très désagréable surprise de découvrir que les conseillers municipaux autour de la table avaient procédé à un enregistrement et à une diffusion sur les réseaux sociaux d'une partie du conseil municipal. Ces enregistrements ont été faits à l'insu de l'ensemble des autres conseillers municipaux et la diffusion a été faite sans aucune autorisation, sans aucune information. Je peux vous dire que quand j'ai découvert ça le lendemain du conseil municipal, j'étais estomaquée. Parce que ce sont des procédés dont j'avais jamais entendu parler, bien évidemment qui n'ont jamais eu cours à Châteaulin, et dont je n'avais jamais entendu parler auprès de mes collègues du département. Nous échangeons régulièrement, notamment dans le cadre de l'association des maires du Finistère, ou d'autres élus de collectivités métropolitaines. Sachez que j'ai interrogé les services de l'État sur le sujet. La réponse, le message des services de l'État était de me dire que même s'il s'agit d'une réunion publique, il fallait demander l'autorisation aux personnes d'être enregistrées et il fallait aussi une autorisation pour la diffuser. Donc le conseil qui m'est donné, c'est de vous demander instamment de retirer ces documents audio. Alors sur le procédé, quand je parle d'avoir été estomaquée, c'est parce que, franchement, même si peut-être vous considérez qu'en politique tout est permis, tous les coups sont permis, le simple fait d'organiser les choses pour enregistrer les personnes à leur insu, c'est juste malsain. Ça me laisse à penser que vous abordez votre rôle de conseiller d'une manière tout à fait particulière. Ce que je peux vous dire, c'est que par ces méthodes, vous donnez immédiatement le ton de ce que sera le travail municipal avec votre groupe. Je pense que n'importe qui, voilà, la question de enregistrer à l'insu, c'est juste insupportable. Voilà. Vous savez, ça apparaît, c'est indiqué dans le règlement intérieur, bien évidemment, les services procèdent à l'enregistrement de la séance pour les besoins pratiques pour élaborer le PV. Ces enregistrements ne sont entendus que par les services. Depuis que je suis élue, jamais je n'ai écouté le micro, les enregistrements qui sont faits à proximité des groupes. Parce qu'on sait qu'il y a des... Voilà. Donc, c'est respecté rigoureusement. Et ensuite, ils sont écrasés par un enregistrement suivant. Et ça, c'est prévu dans le règlement intérieur. C'est juste pour faciliter l'élaboration du PV. Mais le procédé qui a été utilisé, vous en pensez ce que vous voulez, vous justifierez de la manière que vous voulez. Mais je peux vous dire qu'en début de mandat, eh bien, vous annoncez la couleur, il sera impossible de vous faire confiance. Et sachez que dans le rôle d'élu, certes, il y a la séance du conseil municipal avec une certaine forme, il y a un jeu politique, c'est évident, on n'est pas dupe. Il y a une forme de théâtralisation, mais après il y a le travail des élus. Moi, dorénavant, je considère que vous avez tout le temps un micro. Donc les discussions en off, il n'y en aura jamais avec vous. Voilà. Soyons clairs.
Je suis élue dans d'autres instances. J'ai été élue avant d'être élue à Châteaulin. J'ai jamais vu ça. Je suis également élue d'un groupe minoritaire. Et je peux vous dire que d'être élue, c'est pas simplement faire des coups en permanence. Être élu, c'est travailler et construire. On peut être en contradiction, on peut ne pas partager les mêmes points de vue. Et c'est ça la démocratie. Mais après, je n'ai pas de leçon à vous donner, mais en tout cas, dans la manière que j'ai d'appréhender mon rôle d'élu minoritaire, par exemple dans une autre collectivité, eh bien, je peux vous dire que si il nous venait à l'esprit de faire ce genre de coup, eh bien, il n'y aurait aucune discussion possible avec le groupe majoritaire. C'est évident. Enfin, comment voulez-vous parler à des gens qui sont en train de vous enregistrer en douce et qui ensuite font un montage pour mettre ça sur Facebook ou je ne sais quoi. Voilà. Donc, vous avez donné le ton, vous serez dans le coup permanent, ça vous regarde. Mais toute cette partie de construction, elle va vous échapper. Voilà. Et moi, je peux vous dire, de l'expérience que j'ai, du travail qu'on peut faire aussi quand on est dans un groupe minoritaire, il y a des échanges, on parle, on se fait confiance, il y a des discussions en off, qu'on s'engage à ne pas forcément exploiter en service public, parce que c'est comme ça qu'on construit les choses dans l'intérêt des gens qui ont voté pour nous. Et je pense qu'il y a des gens qui vous ont fait confiance, et vous aviez certainement un rôle à jouer, mais en tout cas en ce qui me concerne, eh bien je considérais que vous avez toujours un micro planqué quelque part, et que vous exploiterez ça. Voilà, vous pouvez rire. Oui, alors je ris, mais je vais vous donner la parole après, si je vous demande de ne pas me couper. Vous avez donné le ton, vous êtes dans une manière d'agresser, d'attaquer systématiquement, eh bien, soit. Mais je pense que, au-delà des positions, et qui sont tout à fait légitimes, eh bien, il y a un travail aussi à faire. Et là, la confiance, vous l'aurez plus. Bon, c'est le début du mandat. Je suis tellement triste de ne plus avoir votre confiance, Madame Nicolas. J'avais déjà pas vos bonjours. Je tiens tout de même à préciser, Madame le maire, que les séances de conseil municipal sont publiques. Nous n'enregistrons pas les commissions, par exemple. Nous ne diffuserons pas les discussions privées. Il va de soi. Mais les conseils municipaux sont des séances publiques, ouvertes au public. Et de ce fait, leurs retransmissions audiovisuelles sont permises par la loi, et c'est au Code général des collectivités territoriales, sans demander une quelconque autorisation préalable. Ça aussi, c'est au cadre de la loi. Et nous aussi, nous avons demandé des précisions auprès des représentants de l'État. Donc effectivement, les conseils municipaux, nous les enregistrons. Pourquoi nous les enregistrons ? Je suis assez sidérée de voir que vous le prenez comme une agression. Il n'y avait pas d'agression, il n'y a pas eu de montage. Le seul montage, c'est de garder la question et la réponse apportée dans son intégralité. Je précise qu'il n'y a pas eu de modification ou de coupure de réponse apportée par vous ou dans la question que nous avons posée. Donc il n'y a pas de montage. Il ne faudrait pas que les Châteaulinois l'interprètent de la façon dont vous l'interprétez, parce que ce n'est pas justifié. La question et la réponse sont bien mises dans l'intégralité. Et pourquoi elles sont mises dans l'intégralité, ces questions et ces réponses sur les réseaux? Déjà, pour que chacun ait l'information de ce qui est dit et des réponses qui sont apportées. Nous sommes en période de déconfinement actuellement, mais nous sommes encore dans une période fragile où les Châteaulinois peuvent avoir des craintes quant à se déplacer dans une place où nous sommes ce soir à peu près une cinquantaine, je pense, je n'ai pas compté. C'est aussi vivre avec son temps, je pense, que de se dire que les conseils municipaux peuvent être mis à la portée de tous. Et j'encourage la municipalité à mettre en ligne les conseils municipaux et à les filmer et à les diffuser sur le site internet de la ville, comme ça se fait dans beaucoup de communes. Vous ne connaissez peut-être pas, vous, les maires qui le font, mais il y en a. Renseignez-vous, vous en trouverez beaucoup dans la presse, et c'est de plus en plus courant. Quant à l'agression dont vous faites part, il n'y en a pas. La seule agression que je vois et que j'ai perçue, moi, le soir du conseil, et qui, effectivement, a motivé entre autres aussi cette diffusion, c'est le compte-rendu écrit que votre liste ou votre groupe de soutien, je ne sais pas comment on peut la nommer et je ne sais pas qui exactement chez vous, le compte-rendu écrit qui a été posté sur les réseaux sociaux, que l'on peut qualifier de quand même calomnieux, je pense, dans le sens où les propos, le sens de la question posée par M. Canvet Jézéquel a été
outrageusement dévié de son sens principal et interprété comme étant de la démagogie, et j'en passe. On fait allusion au CAC 40, on fait allusion au programme. Nous n'étions pas, nous, madame, dans la calomnie ou dans l'agression, nous étions dans une simple demande de fait de solidarité que nous avons exprimée tout à fait calmement, je pense. C'était une question qu'il fallait être posée. Toute question qui est posée n'est pas un acte d'agression. Nous ne sommes pas là pour être une opposition systématique. D'ailleurs, vous voyez qu'on a voté pour à de nombreux projets ou abstentions quand on estime que cela fait partie de la politique de la liste qui a été élue. C'est normal de respecter les axes que vous vous donnez et le travail que vous fournissez. Lorsque nous sommes en commission, nous sommes force de proposition lorsque nous le pouvons. Et là encore, nous ne sommes pas dans l'opposition. Alors, je ne vous ai pas vu en commission, en tout cas sur les commissions où j'étais, Madame le maire, mais si vous demandez aux adjoints, ils vous le diront que ça s'est globalement bien passé. Même s'il y a eu quelques tensions, on s'est expliqué naturellement entre humains civilisés, et ça se passe bien. Donc oui, ce sera publié, ce sera encore publié là. Si vous souhaitez nous l'interdire, eh bien prenez les mesures qu'il le faut. Mais dans ce cas, nous passerons par la loi parce que nous estimons que même c'est pas parce que vous n'avez pas l'habitude qu'il ne faut pas, eh bien autoriser ou se permettre ce que la loi nous autorise à faire pour le bien de la démocratie, pour que chacun en prenne connaissance et que chacun puisse se faire sa propre opinion surtout. Je le rappelle, là, il ne s'agit pas, nous, quand on diffuse un extrait audio, de préciser aux gens ce qu'ils doivent en penser en reformulant de manière à y mettre nos idées, mais bien de simplement poster ce qui a été dit, au mot près. C'est parce que je vous interpelle que vous annoncez devant l'ensemble du conseil municipal que vous enregistrez. Vous n'avez jamais informé qui que ce soit. Je n'ai pas à le faire. Je n'ai pas à le faire. Vous informer, c'est écrit dans la loi. Je n'ai pas à le faire. Ce sont des méthodes sournoises et sournoises. Je vous en prie. Vous n'assumez pas vos propos à ce point pour tourner les, pour provoquer les autres en leur disant qu'ils sont sournois parce qu'ils rapportent vos propres propos publics. Je trouve absolument sournois d'enregistrer les gens à leur insu. Voilà. Et il y a des comptes rendus qui sont faits, qui détaillent, qui reprennent l'intégralité de ce qui est dit en conseil municipal. Et pour l'intégralité sur votre page Facebook, l'intégralité, ça c'est votre compte rendu. Mais après, mais qu'est-ce que, mais attendez, allons-y. Je ne commente pas votre page Facebook. On parle des procès-verbaux qui sont validés par le conseil municipal. Mais je n'ai pas publié un procès-verbal. Moi aussi, j'ai publié une partie du compte rendu des questions et des réponses. Mais au moins, j'ai publié en respectant ce qui a été dit. Pour ce qui est de votre souci d'informer les Châteaulinois et d'assurer cette information, ce qui me fait sourire, c'est qu'on ne vous a jamais vu et que ce qui se passe au conseil municipal ne vous a jamais préoccupé avant que vous soyez installé le 25 mai dernier. Mais madame, vous savez, les horaires du conseil municipal ne sied pas forcément à tous les Châteaulinois. Je dois demander une autorisation spéciale pour me présenter ici au conseil municipal, ce qui est légitime au vu de ma position de conseillère municipale, ce qui n'était pas forcément avant, et je lisais les comptes rendus du conseil municipal. Nous ne sommes pas là pour juger de la capacité des uns et des autres à suivre un conseil municipal. Nous sommes là pour dire justement que devant ces difficultés que beaucoup de Châteaulinois peuvent avoir à suivre un conseil parce qu'ils ne peuvent pas se déplacer, parce qu'ils travaillent tard, parce qu'il y a les enfants à garder, que c'est pas simple peut-être de venir avec ses enfants. Je suis persuadée, et je le suis depuis le départ, et je l'ai mis, je l'ai mis dans ma campagne, parce que vous me reprochez pour les indemnités de ne pas l'avoir mis dans le programme de campagne, je l'ai mis dans la campagne, que nous serons de la plus grande transparence possible. Et bien là, voilà la transparence. Vous faites des commentaires calomnieux sur des interprétations sorties de la lune sur ce qui a été dit par M. Cadvet. Moi, je dis non. Je dis, mesdames, messieurs les Châteaulinois, vous voulez savoir ce qui a été dit, les questions posées, les réponses données. Eh bien, écoutez, c'est au mot près, ce n'est pas coupé. Et si vous n'assumez pas vos propos, madame le maire, ce n'est pas mon problème. Moi, j'assume mes ricanements en fond. J'assume mes ricanements parce que oui, ça me fait rire comme vous, ça vous fait sourire d'entendre autant de démagogie. Voilà. À quel moment est-ce que je vous ai dit que je n'assumais pas mes propos? C'est absolument extraordinaire. Mais dans votre façon, je souligne vos méthodes. Vous traitez de sournois le fait qu'on reprenne sur les réseaux ce que vous dites au mot près. Est-ce que vous reprochez ça à la presse? Est-ce que vous reprochez ça aux médias? Ce qui est sournois, c'est de faire cela à l'insu de l'ensemble du conseil municipal. Voilà. Alors on ne va pas épiloguer de toute manière. Je vous ai dit ce qu'il en était.
Je pense que les Châtellenois ont de quoi être estomaqués par ce genre de procédé qu'ils n'ont jamais vu. Je pense qu'il y en a au moins 600 ou 800 qui ne le sont pas. Si je peux intervenir, voilà, moi ça m'a vraiment contrariée que vous ayez fait ça, c'est vrai. Là, je vous ai entendu parler des commissions où vous disiez que vous ne diffuserez pas les commissions, mais ça veut dire que vous les enregistrez malgré tout? Ah non, pas du tout. Pas du tout, c'est interdit. Là, on n'est pas dans le cadre d'une réunion publique, attention. Le conseil municipal est une réunion publique, donc ouverte à tous les habitants. La commission, ce n'est pas le cas. Mais il est vrai que moi, ça m'a vraiment énervée aussi, parce que déjà, mon entourage sait bien que les réseaux sociaux, j'ai beaucoup de mal, voilà. Et je suis d'accord avec Gaëlle, c'est vrai que je ne comprends pas votre comportement et ça m'a... J'aurais du mal à avoir confiance en vous à cause de ça. On a l'habitude d'avoir des échanges jusqu'à maintenant. On a toujours eu des échanges avec l'opposition, puisque voilà, ça vous permettait... On n'était pas d'accord des fois, mais on s'expliquait. C'était... Voilà. Mais est-ce que vous avez... Et là, j'aurais du mal. Ça m'a vraiment énervée. Ben c'est dommage, mais est-ce que vous avez lu ce qui a été posté, le compte-rendu qui a été posté du dernier conseil par votre groupe? Est-ce que vous l'avez lu? Non. Eh ben, je vous invite à le lire et vous allez voir que nous aussi, nous avons été estomaqués. C'est un point qui aurait dû être discuté. Vous l'avez fait à l'insu de tout le monde, assumez cela. Voilà. Alors, pas à l'insu de tout le monde, mais à l'insu de tout le monde. Et je n'ai pas, selon la loi, à demander l'autorisation. Pas uniquement de mon groupe. Et si les choses avaient été si transparentes que ça, vous auriez annoncé la couleur. Voilà, c'est tout. Donc, je vous ai dit ma façon de penser. Je pense qu'il y a beaucoup de monde. C'est donc votre façon de penser, ce n'est pas la législation. C'est donc votre façon de penser. Attendez. La majorité. C'est parfaitement scandaleux la manière dont vous vous êtes comporté, tout simplement. Parce que sur la question de l'enregistrement, effectivement, il y a des collectivités d'une autre taille qui procèdent à une retransmission en direct, mais les choses, elles sont annoncées. Ce qui n'a absolument pas été votre cas. Vous avez choisi ce que vous vouliez. Après, eh bien, si vous voulez empêcher la spontanéité, etc., vous moquez des gens parce qu'ils auront trébuché sur un mot, eh bien, vous le ferez. Et je pense qu'à un moment donné, eh bien, les Châtellenois, eh bien, ils sauront ce qu'il faut penser. Vous essayez de me faire passer pour un monstre, c'est tellement plus facile que d'assumer ce qui est diffusé, qui correspond au mot près à ce que vous avez dit. Vous n'étiez pas tout à l'heure à ce que vous avez dit. Parce que j'avais buté sur le mot en démarrage de conseil. Ah non, je ne me suis pas moquée du fait d'avoir trébuché. J'ai dit que c'était un lapsus. Dire que c'est un lapsus, ce n'est pas une moquerie. Trébuché. Bon, je ne vais pas continuer. Bah, écoutez, je vous ai dit mais c'est pas une histoire de personne, Madame Nicolas. Ne le prenez pas pour vous. Voilà, on va clôturer ce conseil. Moi, je pourrais ajouter une petite chose de ce côté. En étant estomaqué, je l'ai été. Moi, c'est ma deuxième journée. Et quand j'ai vu, je suis désolé de le dire, mais quand j'ai vu effectivement le compte-rendu relayé par votre page, et quand on cite, il me dit mot quant au choix des entreprises et aux associations concernées, peut-être avait-il en tête de favoriser quelques-unes, je trouve que c'est pas digne, ce n'est pas digne de ça. Quand on dit, M. Canivet-Genequel confond le bénévolat, le fait d'avoir des jetons de présence dans les entreprises du CAC 40, ce n'est pas digne d'un compte-rendu. Je suis vraiment désolé. Moi, j'ai été estomaqué par cette réponse. Et quand on a fait cet enregistrement, nous, c'était pour nous, on a été très choqués de ce qui s'est passé, et c'est pour ça qu'on a diffusé, parce qu'on doit une transparence. Je suis désolé. Ces réponses, elles ne sont pas dignes de vous. Je suis désolé. Donc, moi, j'ai été très choqué. Je vous parle de ce qui a été du déroulement du conseil municipal et de la manière et du travail des élus. Je ne vous parle pas après les commentaires des uns et des autres. Sauf que ça a été fait le 4 juin à 23h. Le conseil municipal se terminait à 21h30.
C'est sur votre page Facebook, Madame le maire, il me semble que vous êtes leader de votre groupe. Moi, j'assume les propos de mes colistiers. Je pense que vous devriez assumer les propos de vos colistiers. Alors, on n'est pas venu sur votre page insulter ni rien. On n'est pas venu en début de conseil ou en fin de conseil dire que c'était honteux. On n'avait pas prévu d'en parler. On s'est dit voilà, c'est les discussions comme ça. Des fois, ça monte dans les tours. Donc, on a préféré diffuser ce qui a été dit au mot près, sans modifier, sans tronquer quoi que ce soit, parce qu'on trouvait que c'était plus démocratique et puis plus juste. Maintenant, si vous l'interprétez comme une attaque gratuite, diffamatoire ou je ne sais quoi, libre à vous de le penser. Je trouve juste que c'est dommage de crier au loup quand on vous présente une brebis. Je ne crie pas au loup, tout le monde est témoin que vous n'avez absolument pas évoqué devant les conseillers municipaux que vous étiez en train de procéder à. C'est normal, nous n'en sommes pas obligés. C'est pas normal. Voilà. Si, nous ne sommes pas obligés, nous ne sommes pas tenus par la loi. L'enregistrement audiovisuel ne peut être soumis à un régime d'autorisation préalable. Je me suis renseignée quand même avant que vous vous disiez. Oui, mais si vous voulez travailler en équipe, il est difficile que... Voilà, mais travailler en équipe, quand on a ça, qu'ensuite on se fait traiter de voyous et qu'ensuite on nous dit qu'on agresse, on se demande quand même qui a un problème de travail d'équipe. On a juste diffusé un audio, c'est tout, un audio d'une séance publique. Hein. Alors, les questions et les réponses, ni plus ni moins, les questions et les réponses. Je garde encore la police de cette instance. Je pense qu'on a tous échangé. Je propose de clôturer ce conseil municipal. Jean-Pierre, tu voulais faire une annonce? Voilà, on a épuisé les questions à l'ordre du jour.